atelier d'échange concernant les conditions de stationnement dans le Faubourg Saint-Jean. Disons que la météo nous faisait compétition et je suis content de voir que vous êtes si nombreux à vous être déplacés ici ce soir. Je me présente, je m'appelle Daniel Leclerc. Je suis conseiller en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications. Ce soir, je suis accompagné par deux élus. Je suis accompagné par Mélissa Coulombe-Deluc, élue du district du Cap-aux-Damelans, ainsi que M. Pierre-Luc Lachance, membre du comité exécutif, vice-président, responsable des dossiers de transport. Également avec moi du département du service des transports mobilité intelligente, j'ai également Alexandre Côté, directeur, et Pauline Guillaumat, conseillère. Donc, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je vais juste vous partager rapidement un peu le déroulement de l'activité, puis on pourra commencer le tout. Donc, premièrement, côté déroulement, on va avoir un mot de bienvenue de l'élu dans un instant et pour la suite des choses, on va le faire en 3 temps. Donc, on va avoir une légère introduction, on va vous faire le retour sur la boîte que vous avez faite au début, les personnes qui sont rentrées, vous avez identifié des enjeux, on va en faire la lecture un petit peu à ce moment-là. Et par la suite, on va y aller avec le clou du spectacle, si vous me permettez l'expression. On va parler du stationnement sur rue, faire un atelier à ce sujet sur les différents outils pour contrôler le stationnement sur rue. Et on va poursuivre ensuite de ça sur le stationnement hors rue et avec un dernier atelier, une mise en commun pour tout le monde. Donc, c'est un peu le déroulement que je vous propose pour ce soir. Concernant l'interaction, donc, les échanges se font en sous-groupe. Vous allez être appelés à nommer un porte-parole et c'est à la fin de la rencontre que les porte-paroles pourront prendre la parole. Excusez-moi. Donc, je vais peut-être... je vais peut-être laisser Mélissa nous dire un petit mot de bienvenue, puis je reviendrai avec les conseils. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présents en si grand nombre. On a aussi des gens qui sont en ligne pour votre bénéfice. Donc, merci de vous être inscrits. On est à cette fameuse consultation sur le stationnement dont on parle depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois. Donc, ce soir, on veut discuter avec vous de la façon dont on utilise, dans le fond, comme Daniel le disait, l'espace sur rue dédié au stationnement, mais aussi l'espace hors rue. Donc, vous allez voir, on va vous faire une présentation pour venir placer les choses et puis on va vouloir vous entendre sur différents aspects. C'est important d'avoir cette réflexion-là, je pense, puis on pense, nonobstant les réaménagements là, pour lesquels on vous a consulté dans les derniers mois, puis qui vous ont été présentés. Bien, pourquoi? Parce que dans un contexte où, entre autres, on travaille actuellement sur le plan d'urbanisme et de mobilité à la ville, c'est une réflexion qu'on va avoir pas juste dans Saint-Jean-Baptiste, on va aller dans l'ensemble des quartiers, on va aller à l'échelle de la ville aussi, dans un contexte où, donc, on refait notre plan d'urbanisme. Le dernier date de 2005, donc du temps de M. Lallier. On venait juste d'avoir les fusions au niveau des villes. Dans le contexte aussi où les zones de vignettes, entre autres, ont été créées dans les années 80 pour venir protéger des espaces de stationnement qui étaient réservés aux résidents. On pensait qu'il y avait une réflexion puis une actualisation des besoins à avoir à ce niveau-là. Donc, on commence par le quartier Saint-Jean-Baptiste parce qu'il y a des besoins aussi qui sont propres au quartier, auxquels on va répondre. On va vous revenir là, à l'automne. Il y a des questions auxquelles on va répondre à l'échelle ville. Puis peut-être la dernière chose que j'aurais envie de vous dire là, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, on est tout à fait conscient que déjà actuellement, là, vous vivez sur le terrain des impacts en lien avec les travaux sur Philippe Dorval notamment. Et donc, je sais qu'il y a des irritants actuellement qui se vivent. Et ce soir, il faut qu'on se projette dans des situations où il n'y a pas de travaux finalement parce que ça engendre des irritants supplémentaires, là, bien sûr, en lien avec la question du stationnement. Donc, c'est ce que j'aurais envie de vous dire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bien, merci. Merci beaucoup, Mélissa.
Comme je disais, également un peu un rappel, là. Donc, on est davantage du niveau de la réglementation que de l'aménagement physique des rues. Donc, c'est là-dessus davantage qu'on va intervenir avec la politique du stationnement. Et l'objectif d'un atelier d'échange, justement, c'est que on veut que vous soyez ensemble à discuter des différentes options qui vous sont présentées. Donc, on veut qu'il y ait un dialogue entre les gens. Donc, c'est normal, tout à fait. Puis, on veut que ça se fasse de façon, comment dire, respectueuse, mais aussi franche concernant les enjeux que ça concerne. Donc, c'est la première étape. Donc, j'avais invité Pauline à commencer la présentation, puis on pourra intervenir après sur l'exercice que vous aviez fait un peu plus tôt. Merci. Parfait. Bonsoir à tous. Donc, mon nom est Pauline Guillaumard. J'ai été présentée par Daniel tantôt. Mon mandat à la Ville de Québec comme professionnel, c'est d'élaborer la politique de stationnement pour la Ville de Québec. Donc, l'exercice de ce soir va nous projeter aussi dans un horizon de 5 ans, 7 ans, de se dire, quelle va être la vision du stationnement pour la Ville de Québec. Pour ce soir, donc, les objectifs ont déjà été énoncés, mais ça va être de vous informer sur la situation actuelle du stationnement dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, capter les tendances pour mieux les accompagner justement sur un horizon futur. Recueillir les préoccupations, ce que vous avez commencé à faire avec la boîte à idées, mais aussi des pistes de solutions pour bâtir et développer une vision commune de ce que va être le développement dans le secteur. Le territoire sur lequel on va s'attarder ce soir, c'est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, sans grande surprise. Par contre, on a fait le choix de travailler essentiellement sur le faubourg Saint-Jean-Baptiste. La raison est la suivante, c'est qu'en venant travailler sur des conditions de gestion de stationnement, il est plus facile de venir travailler à l'échelle d'une zone de vignette de stationnement. Donc, c'est pour ça que ce soir, qu'on va se limiter aux zones 1 et zone 2 du quartier Saint-Jean-Baptiste, car on n'aurait pas... En fait, les territoires sont quand même pas mal différents, les dynamiques sont différentes dans les zones 7 et 9 qui composent également le quartier Saint-Jean-Baptiste en partie. Daniel l'a mentionné, pour le déroulement de la soirée, je vais vous présenter la démarche. On va avoir la lecture des préoccupations, enjeux qui ont été nommés tantôt et auxquels les personnes en ligne vont participer également. Puis après, on va le structurer en 2 parties. On va regarder le stationnement sur rue, mais aussi le stationnement hors rue. Vous allez le comprendre, en fait, les deux sont intimement liés. C'est un principe de vase communicant. Si on ne trouve pas de case de stationnement sur rue, on va le chercher hors rue, vice-versa. Pourquoi on s'attarde à une politique de stationnement? Avant tout, en fait, on veut camper une idée, c'est que bien qu'il s'agisse de stationnement, d'espace, c'est avant tout une question de mobilité, de besoin de déplacement pour des personnes, pour des biens, pour des services à recevoir. Donc le stationnement est une des composantes de la planification des transports, puis c'est une des raisons pour laquelle la ville veut s'asseoir puis planifier donc, le stationnement. C'est aussi un outil de planification qui a été déjà nommé, qui est attendu. On sait que le schéma d'aménagement et de développement révisé nommé dans ses intentions de faire une politique de stationnement aux échelles municipales. Ça s'inscrit aussi dans le plan de mobilité durable de 2010-2011, puis un grand nombre de documents sont venus l'inscrire. Ça vient aussi en complément d'une vision plus récente, la vision de la mobilité active, puis en soutien à un futur réseau structurant de transport en commun. Le pourquoi aussi on s'attarde au stationnement, c'est que pour une politique, on veut travailler avec une formule d'équité entre les citoyens. Façonner aussi un équilibre entre l'offre et la demande en stationnement pour un milieu de vie agréable, durable, sécuritaire. C'est aussi par souci de cohérence, parce que vous allez le voir, il y a un grand nombre de décisions qui se prennent en matière de stationnement. Donc, de s'offrir une vision la plus globale possible, ça va nous aider à prendre les meilleures décisions. Par la suite, c'est aussi pour atteindre nos cibles en matière de développement durable. De la sorte, la Ville souhaite se doter d'une vision globale, la plus transversale possible, qui va faciliter les arbitrages par la suite, éviter les décisions au cas par cas qu'on conçoit mal, qu'on aborde mal. Avec une approche globale, la Ville entend aborder différentes composantes de stationnement, donc aussi bien hors rue que sur rue, mais en ayant une approche différenciée, par quartier, par milieu.
parce que les réalités sont bien différentes. Donc ce soir, vous êtes notre première démarche locale avec le Faubourg Saint-Jean-Baptiste. L'idée avec la politique de stationnement, c'est qu'on va le voir dans l'horizon d'ici l'automne, on devrait avoir une première version préliminaire à l'échelle de la ville, ce que Mme Coulombe-Leduc nommait, où on va définir une vision, des principes, un portrait à l'échelle de la ville, des pistes d'action prioritaires. Mais tout ça va se faire à l'échelle de la ville. Ce soir, on veut travailler plutôt à l'échelle du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, donc aux zones 1 et 2, et avoir donc un plan local de gestion du stationnement. C'est avant tout sur ces aspects-là qu'on va s'attarder ce soir. Puis comme je le nommais, d'autres activités de participation citoyenne vont se dérouler au courant de l'automne pour élaborer une vision plus générale. Pourquoi maintenant? Ça a été nommé là aussi, les travaux ont commencé dans le quartier. La ville se transforme, le quartier aussi. On a plusieurs rues là, qui vont être transformées au courant de l'été 2024, que ce soit dans la zone 1 et dans la zone 2. On voit aussi une tendance dans le secteur où on se densifie et on accueille de nouvelles fonctions. Certains stationnements hors rue qui étaient de surface, comme là on voit le tandem, se développent. On sait aussi qu'en stationnement municipal, tout se prépare pour pouvoir accueillir de nouveaux services à la communauté avec un CPE. Ce dont on est bien conscient, c'est que le statu quo n'est plus une option. Dans le fond, la situation actuelle crée beaucoup de frustration, d'irritants. Puis c'est un peu ce que vous avez nommé aussi en entrant. Il y a probablement des préoccupations qui existent. Donc, ce que je crois savoir, c'est que la solution miracle n'existe pas. Je n'ai pas ce soir une solution à vous apporter qui va tout régler. C'est plusieurs actions sur différentes composantes du stationnement qui vont amener un changement progressif. Et par contre, la solution unique n'existe pas non plus pour toute la ville. Donc, c'est vraiment cette approche différenciée qui va faire la différence. Mentionnons aussi qu'à chaque fois, les zones de vignettes ont toujours été mises en place suite à des processus démocratiques. Donc, c'est aussi l'exercice de ce soir, c'est de s'asseoir ensemble et essayer de réfléchir ensemble aux pistes de solutions. Pour cette activité, je vais céder la parole à Daniel, qui va animer la première activité Brise-Glace. Très bien, je vais inviter ma collègue Alexandra à s'approcher peut-être du micro ici. Donc, et je vais inviter les personnes en ligne également à participer. Donc, on avait une activité brise-glace aux gens qui rentraient dans la salle. On leur demandait justement de nous écrire c'est quoi leur principal enjeu en lien avec le stationnement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Les personnes en ligne, ma collègue va lancer le questionnaire et vous pouvez rentrer vous avez 150 caractères. Vous pouvez nous tweeter c'est quoi les principaux enjeux que vous percevez. Et je vais inviter ma collègue Alexandra, elle également, à lire quelques commentaires qu'on a reçus, quels sont les enjeux. L'idée, c'est d'avoir un peu un portrait des gens qui sont dans la salle, qu'est-ce qu'ils ont perçu, avant de pouvoir passer au mode des différentes façons d'encadrer le stationnement sur rue. Donc, Alexandra, je te laisse faire un premier survol, puis les gens en ligne vont pouvoir répondre également. Oui. Bonsoir tout le monde. On m'a demandé aussi de les lire tels quels, donc je me lance. Je lis ici, grave problème, piste cyclable dans les petites rues de Saint-Jean-Baptiste. Manque de place, vignette, le coût, je lis inutile. Payer pour des vignettes quand les endroits pour stationner diminuent. En anglais, parking in neighborhood with no vignette. Laissez les places de stationnement existants et ajoutez-en d'autres. Compréhension arbitraire de la situation réelle. Communication de statistiques biaisées. Par exemple, le nombre de places perdues, etc. Complications à se stationner le soir. Not enough consultation. Non-résidents qui stationnent sans payer, et ce, n'importe où. En zone 1, avoir des places réservées 24 heures sur 24 pour les résidents. Manque d'espace sur rue réservé aux résidents. Remettre des stationnements avec places réservées pour des commerces qui sont disparus. Tu m'indiques quand, Daniel, quand je... Oui, bien, regarde, encore 4, puis on va passer à ceux en ligne. D'accord. Le retrait de places de stationnement dans le quartier.
On cherche des solutions à un problème accentué par la ville. Manque de place. Réduction du nombre de places au fil du temps. Travaux, arbres, réservés pour les personnes handicapées. Très bien. Merci, Alexandra. On va toutes les garder. Ça nous donne une idée de la température de l'eau un petit peu. Et non, un moment. On va les garder. D'un autre côté, plusieurs de ces points sont abordés dans la présentation et on va justement pouvoir apporter des précisions sur certains de ces enjeux. Donc, je voulais savoir, est-ce que Christina en ligne pouvait en traiter quelques-unes Oui, et alors... arrêter l'outil de collecte, sinon? Ah oui, pardon, désolé. Est-ce qu'il est toujours affiché? Désolé. Arrêtez le partage. Parfait. Donc, servir les résidents locaux, de moins en moins de places, de plus en plus de voitures individuelles. Les stationnements devraient être réservés aux résidents et à leurs visiteurs pour trouver une place lorsqu'on paye la vignette. Des gens qui ont un stationnement adjacent à leur résidence louent ce stationnement et vont ensuite se chercher une vignette. Pas correct alors qu'on manque de place. L'accès à des places de stationnement avec ou sans vignette. J'ai une vignette, mais mes visiteurs non, et certains sont âgés. Priorisation de l'attribution des vignettes. Privilégier certaines clientèles. Retirer la deuxième vignette ou plus par adresse civique. Il est difficile d'accueillir des visiteurs. J'ai la chance d'avoir un stationnement avec mon condo. Pour moi, l'enjeu est surtout lorsque je reçois des invités occasionnellement. Le taux d'occupation est virtuellement de 100% passé 21 heures dans le quartier. Cela force les gens à tourner en rond dans le quartier ou se stationner dans les autres quartiers. Le manque d'espace, le fait qu'il y a trop de vignettes de disponibles, peu ou pas de stationnement hors rue disponible lors de l'opération de déneigement. Privilégier le stationnement pour les résidents et leurs invités ainsi que les commerces existants. Le nombre d'espaces est déjà limité à des places et des places sont maintenant retirées pour réaménagement urbain. Je ne suis pas contre le réaménagement, mais plusieurs ont besoin d'une voiture. Manque de place de stationnement, vol de stationnement privé, donc vol entre guillemets. Parfois, aucun stationnement n'est disponible. Trop de stationnements sont utilisés à d'autres fins, neige, travaux, etc. Est-ce qu'il en restait beaucoup, Christina, ou c'était bien? Non, je pense que le stationnement lors de déneigement et lors des travaux, nous n'avons que très peu d'options lorsque le stationnement n'est pas disponible. Il restait 4-5 là. Je peux Très continuer? bien. Non, c'est correct, de toute Non, façon, ça va? ils sont Mais sauvegardés. c'est ça, puis ça se répète là. C'est vraiment beaucoup pour libérer l'espace pour les citoyens là. Très Parfait. bien. Donc, on constate que c'est un enjeu, que le statu quo n'est pas nécessairement une solution viable à long terme. Donc, c'est le but de la rencontre d'aujourd'hui. On est en consultation, on n'a pas encore de solution à proposer. On est là pour vous écouter, savoir quels sont les accommodements qui vous seraient le plus pratiques. Donc, c'est ça l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous pourrez participer dans les 2 exercices suivants de façon constructive avec les outils qui vont être à votre disposition. Maintenant, je propose qu'on en apprenne davantage sur justement la question du stationnement sur rue et sur l'état de la situation. Donc, je rends la parole à Pauline. Merci. Merci à tous pour votre participation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien des enjeux que vous avez nommés dont on est conscient et pour laquelle je vais vous présenter aussi un portrait diagnostique plus détaillé. Je vais en profiter tout de suite pour nommer également qu'en ligne, ça a été partagé, mais sur vos tables, vous allez retrouver l'ensemble des informations présentées dans la présentation sur un document qui s'appelle Faits saillants. Donc, vous pourrez suivre et vous en servir aussi pour l'activité ensuite en atelier. On a entendu dans plusieurs de vos commentaires, ce qu'on retient, c'est que le stationnement, il y a beaucoup une question de l'offre et de la demande. Parfois, l'offre est plus sollicitée, parfois, il y a des pics de demande. À l'inverse, on va avoir des périodes creuses. Quand on veut agir sur l'offre et la demande, sur le stationnement, en fait, on a 4 grandes variables pour venir paramétrer un petit peu cet équilibre qu'on va vouloir retrouver. Ce sont les outils, je vais vous les présenter, puis vous pourrez aussi vous les utiliser pour les discussions. On parle de l'espace qui est alloué au stationnement. On a entendu là dans les commentaires le manque de place, le manque d'espace. Le moment, la durée du stationnement. Qu'est-ce qui est permis? Parfois, c'est les visiteurs qui ont plus de mal à se trouver une place pour le stationnement. La tarification du stationnement, le coût des vignettes, le stationnement sur rue avec des parcomètres.
Puis, pour opérer tout ça aussi et faire que ça se tienne, mais il y a la notion du contrôle qui en est fait. On veut que quand on met en place une réglementation, ce soit appliqué. Quand on rentre dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, je vais aussi faire une dernière avertissement en quelque sorte, c'est que les données présentées vont être des estimations. Puis là aussi, ça a été nommé dans les commentaires, vous le savez, vous le vivez dans le quartier, ça fluctue énormément, l'offre en stationnement. Que ce soit de façon saisonnière, avec les entraves, les chantiers en période d'été, des travaux qu'on fait sur nos propriétés, de façon journalière, un espace qui va être débarcadère de 8h à 18h, puis qui va être accessible à nouveau aux résidents pour la soirée, pour la nuit. Tout au long de l'année, avec c'est ça, les chantiers. Puis de façon saisonnière, on peut penser aussi à tout ce qui est les soirs d'opération déneigement où les voitures doivent sortir des rues, ou encore les aménagements cyclables, l'occupation sur la chaussée avec des supports à vélo, par exemple. Donc l'offre fluctue, c'est un fait. Puis au travers de tout ça, je vais essayer de vous dresser le portrait diagnostique qui va être le plus juste possible. Quand on regarde le stationnement, on l'a déjà nommé avec cet effet de vase communicant, c'est quand on regarde toute l'équation sur rue et hors rue. Mais avant tout, quand on regarde la motorisation dans le quartier, puis vous le savez probablement, Saint-Jean-Baptiste est le quartier avec le plus faible taux de motorisation du quartier. C'est un ménage sur deux, seulement 1 sur 2 qui a un véhicule au sein de son ménage. Quand on regarde les données de la Société d'assurance automobile du Québec, pour les zones 1 et 2, ce sont 1881 véhicules qui étaient enregistrés au 31 décembre 2022. À l'échelle du quartier, c'est 2700 véhicules environ. Puis, on est le quartier aussi où il y a le plus fort taux de pénétration pour Communauto, une compagnie d'autopartage qui permet d'utiliser des véhicules quand les usagers en ont besoin. Les habitudes en mobilité durable dans le quartier sont très bien ancrées. C'est dans le quotidien des résidents de Saint-Jean-Baptiste. C'est seulement à peu près 28,8% de tous les déplacements des résidents qui sont réalisés en automobile, conducteurs ou passagers. Les déplacements actifs comptent pour plus de 50% de tous les déplacements réalisés. Puis quand on ajoute le transport en commun, on passe à près des 3 déplacements sur 4. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ça se traduit également par la présence dans les rues de ce que j'appelle les véhicules au bois dormant. Des véhicules qui se déplacent très peu parce qu'on utilise d'autres modes de transport. Donc, c'est des véhicules qui ne sont pas utilisés tous les jours, qui peuvent être dans la rue de longues périodes de temps. Puis, le télétravail récent dans les grandes tendances est venu accentuer ce phénomène. Le secteur de la colline parlementaire est aussi le principal secteur de destination pour la région. On fait partie de la colline, vraiment un secteur d'influence. Quand on regarde seulement les déplacements qui sont attirés en autoconducteur par des gens qui vont laisser leur véhicule dans le secteur de la colline parlementaire, c'est à peu près plus de 4000 véhicules qui arrivent en heure de pointe le matin, puis 7200 véhicules dans la journée. Mais ces véhicules-là trouvent de la place, je vous le dis tout de suite. Stationnement sur rue, à cette étape-ci, on va regarder les espaces de stationnement sur rue, la réglementation, la tarification par les vignettes, les parcomètres, puis on va aussi approfondir la question du système de vignettes. Si je vous présente une rue typique du faubourg, c'est une rue qui est étroite, puis où un côté du stationnement et où un côté de la bordure, le stationnement est interdit. Donc, c'est 50% des bordures du quartier qui sont réglementées en stationnement ou en arrêt interdit. Par contre, quand on regarde le reste de la bordure, on estime à peu près à 1275 espaces de stationnement sur rue dans les zones 1 et 2. Et quand on regarde la réglementation, cette fois-ci, les véhicules munis d'un permis de stationnement, donc une vignette, ont un avantage sur 68% de ces espaces. C'est à peu près 1000 espaces de stationnement où un résident a un avantage, que ce soit stationnement interdit, sauf véhicule muni d'un permis, ou temps limité, 60 minutes, sauf détenteur de permis. Par contre, ce qu'on observe aussi en regardant la signalisation du quartier, c'est que la durée, la période d'application de la réglementation varie encore dans le secteur.
Puis, on a, on va dire, quand même aussi des espaces qui sont réglementés, à peu près 450 espaces qui seraient réglementés encore entre 9h et 17h, sauf détenteurs de vignettes. Mais ça, quand on le traduit dans le quotidien, ça veut dire qu'un véhicule qui n'a pas de vignette peut venir se stationner à partir de 4h, puis rester jusqu'au lendemain matin, 10h. Dans les commentaires, les préoccupations que vous avez nommées, il y avait le retour à l'heure de pointe du soir. La question que vous pouvez vous poser, notamment en atelier, c'est est-ce que d'étendre la plage horaire où le stationnement est en temps limité va aider? Donc, par exemple, de 9h à 19h pour avantager les détenteurs de permis de stationnement. Ce que ça veut dire, c'est qu'un véhicule qui n'a pas de permis de stationnement peut essayer de trouver une place à partir de 18h et rester jusqu'au lendemain. C'est une mesure qui a été mise en place dans les récents projets de réaménagement, qui fonctionne bien pour les détenteurs de vignettes. Par contre, la question aussi à alimenter au TAM, c'est si le jeudi soir, vous voulez recevoir à souper, ben la personne, l'invité, va pouvoir se stationner dans les rues du quartier à partir de 18h. Pourquoi maintenir des espaces de stationnement avec du temps limité? Je fais un aparté là-dessus parce que qu'un citoyen soit propriétaire ou non d'un véhicule, il peut avoir des besoins en stationnement. Ça a été nommé aussi dans vos préoccupations, avec le vieillissement de la population, le besoin de services à domicile. La ville en enregistre très régulièrement des demandes pour avoir accès à des soins de santé à domicile, notamment dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Avec recevoir des soins, des services à domicile, recevoir des livraisons, accueillir la visite, tout ça, ça fait partie aussi des besoins des résidents, des besoins pour la vie de quartier. Donc, quel pourcentage on veut dédier aux espaces de stationnement avec du temps limité? Quel pourcentage on veut dédier à des espaces strictement pour les détenteurs de vignettes? Avec les données de relevé d'occupation de stationnement sur rue qui ont été faits en 2022 en prévision des chantiers de cet été, ce qu'on observe, somme toute, c'est que on a des pics là aussi d'occupation. Fait qu'on était à peu près dans environ de 70% d'occupation le matin pour les espaces de stationnement dans le secteur, et ça diminue, le creux finalement c'est autour de 15 heures. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en fait un grand nombre de véhicules, c'est les barres bleues, c'est la proportion des véhicules munis de vignettes qui sont dans les rues lors des recensements. Donc les véhicules des visiteurs sont quand même très minoritaires. Le plus grand nombre de véhicules qu'on a, en fait le plus grand pourcentage, c'est à 9h le matin. Ça vient aussi témoigner du grand nombre de véhicules au bois dormant, que j'appelais, des véhicules qui bougent assez peu souvent. Parce que finalement, dans les relevés, on peut avoir la certitude qu'il y a eu une centaine de véhicules qui sont sortis et qui sont revenus. Quand on regarde le stationnement sur rue, vous le connaissez très bien, c'est aussi le système des vignettes. Donc, les permis de stationnement, je l'ai nommé tantôt, ils ont été créés dans les années 80, en 1982, pour privilégier le stationnement des résidents dans les rues résidentielles des quartiers centraux, comme le nôtre, qui sont mixtes attractifs. À l'époque, c'était la première zone de vignettes à Québec, puis au Québec. Par contre, vous le savez aussi, la vignette ne garantit pas d'espace. Elle permet de se stationner au-delà de la durée prescrite sur la signalisation. En tout, pour les zones 1 et 2, ce sont 1747 permis de stationnement qui sont vendus. Dans la zone 1, on a 1200 à peu près, puis 560 pour la zone 2. Les personnes qui ont acheté des vignettes, on a à peu près 1600 vignettes qui sont détenues par des résidents, et une centaine de vignettes qui sont détenues par des commerçants ou employés de commerçants. La question que vous pouvez aussi vous poser en table ce soir, y a-t-il lieu de définir un quota? La réglementation le permet actuellement, elle n'a jamais été appliquée parce qu'on voulait vivre et laisser vivre. La question, c'est si on sait qu'on a 1275 espaces de stationnement dans les rues, est-ce qu'on veut limiter le nombre de vignettes vendues à 1275? Se rapprocher à un ratio de 1 pour 1. Par contre, ce que ça veut dire, c'est aussi qu'actuellement, on en vend 500 de plus. Fait qu'il va falloir trancher aussi, réfléchir à des façons de prioriser certains plutôt que d'autres.
L'autre élément, ce qui est réglementé actuellement, c'est que pour la catégorie résident, il n'y a pas de limite de nombre de vignettes par adresse. On peut vendre un nombre illimité de vignettes pour des véhicules pour se stationner sur rue. En habitant sur la rue de la Tourelle, je pourrais avoir 5 véhicules. On ne se rend pas là dans Saint-Jean-Baptiste, on va se rendre à 3-4 vignettes. Ça peut être des colocations, ça peut être des familles nombreuses. Les commerçants ont un nombre limite de 2 vignettes par adresse et les artistes de 1. La question que vous pourrez discuter ensemble notamment, c'est est-ce qu'il faut limiter le nombre de permis de stationnement par catégorie ou par adresse? Ça se fait déjà à Québec, dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, il y a une limite de 2 vignettes de stationnement par adresse. Dans le Vieux-Québec, dans la zone 11, il y a même une limite de 1 vignette par adresse et impossibilité d'acheter une vignette si on a un stationnement hors rue disponible. Quand on regarde qui achète les vignettes, on se rend compte aussi que ce sont 30% des adresses des zones 1 et 2 qui bénéficient d'un permis de stationnement sur eux ou plus. Ou autrement dit, c'est 70% des adresses qui n'ont pas de vignette. Donc, si on mettait un quota, ce qu'on venait d'aborder, à savoir, on se dit d'accord, une vignette par adresse, à ce moment-là, on vient retirer 231 permis de stationnement vendus par la ville. Si on se dit comme à Sainte-Foy, on met un quota de 2 permis par adresse, mais c'est quand même assez rare dans le quartier des personnes qui ont 3 véhicules ou plus, fait qu'on vient retirer 15 véhicules. Avant de travailler en atelier, on voulait faire aussi un portrait rapide sur le stationnement sur rue, le stationnement tarifé. Le quartier est animé par l'artère commerciale de la rue Saint-Jean. Le stationnement tarifé a toujours eu pour but de permettre une meilleure rotation des véhicules. Elle vise avant tout la clientèle de l'artère commerciale. Ce sont 104 espaces de stationnement qui sont tarifés, et que ça représente à peu près 8% des espaces de stationnement sur rue. Vous le savez sûrement, le stationnement est tarifé de 9h à 21h, ce qui veut dire que quand on arrive à 22h, le stationnement est accessible et gratuit jusqu'au lendemain matin également. Par contre, dans certains cas, des réglementations prioritaires s'appliquent. Dans certains cas, des débarcadères, des voies réservées comme sur René Lévesque, des voituriers. La question à discuter en atelier, c'est que si on vient travailler sur le stationnement sur rue aussi, à étendre les plages horaires ou réviser le stationnement tarifé, c'est quelle place on veut dans le quartier pour la clientèle aussi de l'artère commerciale. On veut vous entendre là-dessus. Quand on parle de stationnement sur rue, on parle d'occupation de la chaussée. Le stationnement auto est l'une des fonctions de la rue, mais ce n'est pas la seule fonction. Là aussi, il y a lieu de se questionner à savoir quelle autre fonction on veut. Vous le vivez, il y a la rue piétonne sur la rue Saint-Jean, il y a des stations à vélo qui sont apparues, des supports à vélo, des cafés-terrasses. Tout ça, c'est de l'espace aussi, de l'espace public qu'on peut réaffecter, réallouer à la qualité de vie urbaine. De plus en plus de villes aussi considèrent la gestion du stationnement comme une gestion de la bordure de rue. Donc, en travaillant sur la question du stationnement, vous pouvez aussi réfléchir à la ville, la rue que vous voulez. Dans les questions à se poser, donc, c'est quelle place offrir à la mobilité durable sur rue, des supports à vélo, des stations à vélo, puis quelle autre place pour les formes d'occupation telles que des placotoirs, du verdissement, des terrasses. Enfin, on l'a nommé en début en disant que 23% des ménages du quartier sont abonnés à Communauto. L'autopartage fait partie du cocktail de mobilité des résidents du quartier. Et on sait qu'une voiture en autopartage peut remplacer de 8 à 10 véhicules privés. Actuellement, on a 8 stations dans le faubourg pour 25 véhicules environ. Ça aussi, ça fluctue en fonction de la demande. Il y a un besoin d'améliorer la desserte pour les résidents. On est déjà dans la zone flex et on sait qu'avec la fermeture du stationnement Saint-Olivier, on va souhaiter reporter la station avec du stationnement sur rue. La question pour l'atelier aussi, c'est quelle place souhaitons-nous offrir à l'autopartage dans les zones 1 et 2. Alors, ça complète la partie sur le stationnement sur rue. Je vais redonner la parole à Daniel pour vous donner les consignes pour l'atelier. Très bien, merci beaucoup. J'espère que ce fut instructif. Je vous rappelle que vous avez sur vos tables, vous avez une synthèse des faits saillants.
De plus, si vous avez un téléphone intelligent, la présentation est déjà disponible en ligne, donc vous êtes capable de la télécharger pour y faire référence sur et aux personnes qui sont à distance à la maison. Vous pouvez également faire télécharger les documents. Nous avons également mis en ligne l'outil de collecte qui est disponible sur les tables des personnes en salle. Vous pouvez également l'utiliser si vous faites l'atelier en ligne. Donc, l'outil de collecte, on vous invite à discuter des enjeux du stationnement sur rue en abordant 3 moyens différents de le contrôler. La question de l'espace, la question de la tarification et des critères pour les vignettes, ainsi que la question de la gestion du temps. Sur les feuilles que vous avez sur la table, vous avez également différents exemples, mais vous n'êtes pas limité à ces exemples-là. Si vous souhaitez nous apporter d'autres formes de suggestions, d'autres façons de moduler, vous pouvez le faire également. Pour chacune des tables, on va vous inviter à identifier également un porte-parole pour faire la synthèse à la fin de l'atelier, question qu'on puisse prendre connaissance des suggestions de chacun. Donc, on vous invite à échanger entre vous, entre chacune des tables de façon respectueuse, accueillir les réalités de chacun. Je sais que d'après les inscriptions, on a 75 de personnes qui sont inscrites, qui possèdent une voiture, qui possèdent une vignette. On a 10 de personnes inscrites qui possèdent une voiture mais n'ont pas de vignette. Et ensuite de ça, un 15 qui, à peu près, n'ont pas d'automobile ou ont accès à la communauto ou à une voiture en colocation. Donc, je sais qu'on a une majorité ce soir, probablement, détenteurs de vignettes et détenteurs de véhicules, mais il faut considérer qu'il y a d'autres types d'usagers dans le quartier, tels qu'on l'a mentionné plus tôt. Donc, ça fait le tour un peu des discussions. Les ateliers en soi ne sont pas enregistrés, mais la plénière à la fin, où on fera la synthèse de vos recommandations, elle le sera. Donc, chaque groupe en ligne pour avoir été vos suggestions. Et encore une fois, je veux insister là-dessus, on souhaite être en mode amélioration, en mode suggestion, en mode recommandation. Donc, c'est l'approche qu'on souhaite adopter et maintenir pour le reste de la soirée. Alors, je crois comprendre qu'on avait peut-être des équipes qui étaient prêtes en ligne déjà à s'exprimer. Est-ce qu'on a Christina, est-ce qu'on a un porte-parole de ton côté? Oui, bonsoir. Donc, on a un porte-parole de mon groupe, M. William Philippon. Alors, la parole est à vous. Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir, monsieur, l'image du Zoom à l'écran pour les personnes en salle, s'il vous plaît? À la technique, est-ce qu'on pourrait voir les intervenants du Zoom sur l'écran? Non? Ah ben, William, je t'invite à commencer, on va pouvoir te parler, on va pouvoir te voir. Merci. Monsieur Philippon, vous pouvez ouvrir votre micro. Non? Merci, excusez-moi, ça ne me permettait pas de retirer mon mute. Donc, en sommaire là, des 2 ateliers, c'est bien ça qui est demandé? Oui. Parfait. Donc, pour le premier atelier, il y avait priorisé le stationnement pour les résidents, soit en allongeant les heures, notamment en considérant de le faire pour les soirs, les nuits et les fins de semaine. Ah, je pense qu'on a un petit problème de connexion. Est-ce que c'est possible? Ça ressemble à ça ici également. Pourtant, Ici. ça a très bien été lors de l'atelier. Bon, ben, on va revenir avec M. Philippon. On reviendra avec... et Christian, il était bien dans ton équipe, c'est bien ça? Parfait. Est-ce qu'on avait une autre équipe en ligne qui était prête? Sinon, nous pourrons aller en salle. Oui, de notre côté, Daniel, on a un représentant pour mon sous-groupe, Willem Fortin, donc qui pourra nous résumer là, les deux sujets. Merci. Ah, Willem, la parole est à toi. Merci. Donc, je vais essayer d'être bref parce qu'il y a plusieurs tables, là, mais
Parmi les solutions qui ont été proposées et qui semblaient ressortir comme qu'une majorité semblait adopter, il y avait restreindre les permissions accordées aux gens qui occupent des espaces de stationnement sur une très longue période, là, particulièrement pour des travaux, des chantiers, ou demander une tarification après un certain nombre de jours d'occupation de la chaussée. Des besoins ne sont pas comblés pour les travailleurs, mais particulièrement, ça semble exacerbé pour les visiteurs. Donc, en ce moment, il n'y a pas de moyen d'émettre une vignette pour quelqu'un qui viendrait nous rendre visite pour une courte période, que ce soit un coup de main pour du gardiennage, que ce soit une visite pour un petit barbecue. Ça n'existe pas et ça devient donc difficile d'accueillir des gens dans le quartier. Donc, il faut penser donc les espaces de stationnement qui puissent être utilisés pour des utilisations plus ponctuelles. En tout cas, des permissions de stationner ponctuellement. Et William l'a nommé tantôt, mais pensez aussi sur la plage horaire là, des formes différentes d'heures où on a une réserve, une limitation pour les détenteurs de vignettes de résidents, la nuit en particulier. Si on peut permettre aux résidents d'avoir un stationnement à la nuit, au moins ils peuvent aller se coucher puis moins avoir eu besoin de tourner pour trouver un espace de stationnement. Ça, c'est pour le stationnement sur rue. Puis en stationnement privé, ben, c'est sûr que le gros élément qui ressort, c'est la tarification. C'est sûr qu'entre une vignette à 150 $ pour stationner sur rue, puis 130 $ par mois pour aller dans un stationnement commercial, l'écart est tellement grand qu'il n'y a pas beaucoup d'attractivité pour le résident. Si l'écart était un peu resserré, ça pourrait amener un petit peu plus d'adoption des espaces extérieurs. Mais si on mise là-dessus, il faut quand même penser à permettre aux résidents d'aller débarquer leur épicerie, débarquer la poussette, les enfants. Donc, un petit peu plus d'espace de débarcadère, là, très courte durée, serait à ce moment-là nécessaire. Quant à l'orientation, ben, oui, si l'écart de prix était plus petit, ça serait tentant, mais on tient quand même à ce que les espaces sur rue restent prioritairement pour les résidents et que, éventuellement, les espaces commerciaux soient davantage pensés pour les travailleurs. Là. Donc, que la rue reste aux gens qui habitent dans le quartier. Je pense que ça reste une priorité pour beaucoup de monde. Très bien. Merci beaucoup, M. Fortin. Est-ce qu'on avait des personnes en salle, déjà une table qui était prête à prendre la parole? Parfait. Je vous invite, le micro est ici à l'avant, je vous invite à vous approcher. Et oui, très bonne idée d'amener vos notes avec vous. Bonjour. Je parle à la foule. Bonjour, je m'appelle Alain Breton, résident 726 Félix-Gabriel Marchand. Donc, coin Saint-Olivier, Félix-Gabriel Marchand. Et puis à ma table. Dites-moi, c'était quoi le numéro de votre équipe? C'est juste pour pouvoir associer les deux. C'est dans le coin supérieur droit. C'est 12. Le numéro 12. Équipe 12. Donc, on a ici beaucoup de solutions qu'on a mis de l'avant. Je vais les énumérer assez rapidement, mais vous pourrez les lire par la suite. Ça me va. On a marqué mettre des lignes pour délimiter les espaces. Ensuite, dans des nouvelles constructions, dont le CPE qui s'en vient, mettre des stationnements souterrains pour avoir des espaces de stationnement supplémentaires. Ensuite, par exemple, le stationnement Lucien-Borne, agrandir parce qu'il y a un parc en bas à Lucien-Borne, ajouter des cases de stationnement qui sont là, ou du moins pas enlever ceux qui sont existantes. Ensuite, on a pensé aussi à créer une application où, quant à l'enjeu des visiteurs, les gens qui nous visitent souvent doivent, par exemple, moi, je vais donner l'exemple de ma mère. Ma mère vient me visiter pendant le jour, elle a eu 60 minutes. Après 60 minutes, elle doit faire le tour puis aller parler ailleurs. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que quand tu es résident du quartier, tu puisses, par exemple, avoir une application, un peu comme dans le style de copilote, et ensuite, on entre le numéro d'immatriculation de notre visiteur, et puis cette personne-là peut se stationner peut-être dans une place réservée pendant le jour qui serait d'habitude dans un stationnement réservé aux résidents, mais ça n'enlève pas de place pour les résidents, parce que là, on pourrait accentuer le nombre de places qui sont réservées par vignette aux résidents. Moi, je vous donne l'exemple de Félix-Gabriel Marchand.
Du côté droit, c'est réservé actuellement avec une vignette, zone 2. Ensuite, à gauche, c'est du 60 minutes. Si, par exemple, on disait, ben, les deux côtés de la rue sont réservés aux résidents, on ajoute de l'espace pour les résidents, mais qu'est-ce qu'on fait pour les visiteurs? Ah, ben là, on l'entre dans l'application, on met le numéro d'immatriculation, puis la personne qui passe pour donner les petites étiquettes, elle ne donnera pas parce que le numéro est entré dans le système. Un peu comme on fait, par exemple, quand j'ai déjà eu un accident de voiture, j'ai perdu ma voiture pendant une semaine, j'ai appelé à la ville, on a mis le numéro d'immatriculation, et puis là, j'ai pu avoir la voiture de la compagnie d'assurance pendant un certain nombre de temps. Un peu dans cette même idée-là. Donc, on est capable d'avoir les visiteurs et on ajoute des espaces de stationnement pour les résidents. Puis ça va aussi être fait pour les commerçants, par exemple. C'est très clair. Est-ce que vous aviez d'autres suggestions à nous partager? Je vous laisse le soin de le lire. Très bien. Merci beaucoup. Pour les stationnements privés, pas grand-chose à dire. C'est parfait. Merci. On va réessayer d'avoir M. Philippon, et sinon, j'identifierai tout de suite la deuxième table qui souhaitait intervenir. Non, s'il vous plaît, considérant que les suggestions varieront de groupe en groupe, on ne souhaite pas gêner les gens qui vont apporter des idées différentes. Donc, mais je remercie votre enthousiasme, mais on essaie de garder. Je propose de reprendre M. Philippon en ligne, et sinon, je voudrais peut-être une deuxième équipe qui lève la main pour tantôt. Donc, on ira avec les deux là. Oui, Alors, merci. à toi l'honneur. Merci beaucoup. Je ne sais pas exactement où j'ai coupé tantôt, mais je vais y aller rapidement. Très tôt. OK. Donc, il y avait l'idée d'introduire un système de vignettes temporaires pour les visiteurs, les résidents, les entrepreneurs, les besoins de soins à domicile, les véhicules de location ou les besoins de véhicules d'autopartage. Il a été mentionné que le problème fondamental, c'était déjà le manque d'espace de stationnement, notamment le soir, là, quand les gens arrivent du travail, là, c'est déjà surchargé. Ça a été mentionné qu'il faut augmenter les contrôles, notamment pour la zone 2, où il y aurait des abus là, dans le coin de la colline parlementaire pour des gens qui ne respectent pas la réglementation. Puis pour le deuxième atelier, les réflexions étaient à l'effet que ça ne devrait pas être gratuit pour venir faire des courses en ville pour les gens qui ne sont pas des résidents pour venir se stationner gratuitement. Ils devraient utiliser les stationnements payants qui sont quand même abondamment disponibles au centre-ville. Il a également été mentionné qu'il serait intéressant de faire une meilleure identification des gens qui utilisent le stationnement au centre-ville pour des courses et être en mesure de mieux les informer pour les rediriger vers des stationnements payants environnants. Puis, ça a également été mentionné qu'il faudrait mieux informer les gens sur le coût réel des stationnements en lien avec leurs besoins, ne serait-ce qu'en termes d'entretien puis d'occupation de l'espace. Très bien. Merci beaucoup, M. Philippon. Puis c'est vrai, je pense que c'est une information qu'on n'avait pas donnée aujourd'hui, comment ça coûte entretenir une case de stationnement sur rue. On pourra peut-être revenir dans une future activité. Donc, on avait identifié trois tables. Donc, on va commencer peut-être avec la table 3. On va poursuivre ensuite de ça. 4, 5 et 9. Ah, c'était 7? OK. 4, 7, 9. Alors, bonsoir, Richard Gauvin de la rue Lavigueur. Alors, nous, au niveau des périodes de stationnement, les 9 à 19, on recommande que partout où il y en a, que ce soit passé de 9 à 23, comme ça se fait dans certains quartiers un peu plus près de la Grande Allée, du parc des Champs de Bataille, où, d'un côté de la rue, c'est beaucoup plus long. Ajoutez à ça, avec un contrôle, et je vous prends l'expérience d'un agent de stationnement à qui j'ai demandé « Qu'est-ce que vous faites avec les espaces de stationnement de 9 à 19? » Oh, après 4 heures, on s'en occupe plus, on s'en va sur les parcs-comètes, sur la rue Saint-Jean. Ça a été sa réponse. J'ai dit, vous venez jamais dans... Non. Alors, je ne donnerai pas son nom, je ne veux pas le vendre, mais j'ai trouvé ça aberrant. 9 à 19, et je me suis déjà pogné avec quelqu'un qui stationnait, j'arrivais de travailler. La seule place était 9 à 19 durant le festival d'été. Évidemment, on en a parlé, essayer arrêter d'enlever des espaces de stationnement. Essayer de planifier. Puis la première chose qui est sortie à notre table, c'est l'emplacement des bords de fontaine.
Puis c'est même pas moi qui l'ai apporté, pourtant j'ai été pompier une bonne partie de ma vie. On installe des bornes fontaines du côté du stationnement, alors qu'on devrait l'installer de l'autre côté de la rue. On l'installe et regardez dans le quartier, il y en a plein de bornes fontaines qui sont installées. Il y a une borne fontaine, il y a une entrée charretière, il n'y a pas d'espace, puis là, on perd 3 places pour une borne fontaine. Les îlots au coin des rues, c'est la meilleure place. On a mentionné que la vignette, c'est une taxe aux résidents. On veut attirer les gens vers le centre-ville, vers les vieux quartiers, mais on les surtaxe. Cette vignette-là, quand tu es à 20$, tu n'as pas payé 40, pas payé depuis 4-5 ans. Là, on nous dit que ça monte à 150, alors que c'était à 40 il n'y a pas si longtemps. Ça devient une taxe. Vous avez beau me dire combien ça coûte un espace de stationnement? Désolé, mais tous les citoyens de la Ville de Québec payent des taxes pour l'ensemble des rues de la Ville de Québec, incluant les gens qui demeurent dans les quartiers centraux, auxquels on ajoute une taxe. J'en paye pas de taxe comme ça quand je vais chez ma copine à Charlesbourg. Donc, c'est une taxe qui est rendue extrême. Arrêtez de taxer les gens du centre-ville. Bon, les autres hors rue, ben, c'est surtout d'essayer de... Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas permis de louer, on va dire, commercial. Là. Bon, est-ce qu'il y a un certain contrôle qui est fait de ça? Peut-être essayer d'être plus restrictif au niveau des espaces. Je parle dans les résidences, je parle pas des Places Québec et compagnie, là. De restreindre que ce soit pour des résidents du quartier et non pas des non-résidents. Puis le résident, lui, il se prend une vignette dans la rue, puis il loue son stationnement à gros prix. Alors, c'était les principales choses. Les autres, ça a été quand même déjà parlé. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Donc, je propose de poursuivre avec la table. Je vous avais déjà précisé qu'on ne préfère pas ça. On va y aller avec la table numéro 4 et on avait également un groupe en ligne par la suite. Oui, bonjour. Alors, j'ai une collègue de table qui a déjà fait des crochets à côté de ce qui a été nommé, donc je ne vais pas les répéter. Au niveau, en fait, de l'espace, il y avait des personnes qui soulevaient là, la nécessité peut-être de tenir en compte les différents tronçons là, qui composent les zones, donc des réalités qui peuvent être différentes. Puis, dans le même ordre d'idée, de tenir compte aussi, en fait, de l'aménagement du territoire, de la géographie là, du quartier. Donc, par exemple, les côtes puis les artères qui sont à traverser lorsqu'il y a du découpage des zones. Une des préoccupations qui était soulevée, là, justement, c'était la prise en compte des besoins des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Là. Donc, si ces personnes-là doivent se déplacer pour se stationner plus loin de chez elles, ben, il y a des enjeux là, sur la mobilité. Ensuite, dans les choses différentes qui n'ont pas nécessairement été nommées, il y avait en fait l'idée là, de prévoir des stationnements, en fait des racks à vélo là, sécuritaires qui seraient présents à l'année longue. Donc, il y avait toute une discussion là, sur, en fait, la difficulté peut-être de convaincre les gens de se départir de leur voiture tant que le transport en commun ne sera pas plus efficace, ne couvrira pas un territoire plus large. Donc, en fait, aussi le prix du transport en commun qui ne favorise pas nécessairement la conciliation entre les deux. Donc, d'avoir à la fois une voiture puis de se déplacer en transport en commun. Il y avait aussi l'idée, en fait, un petit peu dans le même ordre d'idée que la personne avant nous, là, à propos d'une taxation supplémentaire pour les gens du quartier. À la table, il y avait des personnes qui le voyaient comme un peu une injustice, là, que donc l'utilisation de l'automobile devienne moins confortable au centre-ville, mais que les personnes en banlieue ne soient pas impactées là, sur ça. Des questionnements sur l'impact de Airbnb sur les espaces de stationnement. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, mieux réglementer. Je vous ai approché une table si vous souhaitez le déposer pour être plus confortable. Des très grandes feuilles, mais ça va, j'ai presque fini. Mieux réglementer les interdictions de stationnement devant les portes cochères quand celles-ci ne sont pas des entrées de garage. Donc, privilégier la location du stationnement privé, là, en particulier chez les résidents-résidentes, là, donc des particuliers qui ont des stationnements pour que ce stationnement-là puisse être loué aux résidents-résidentes, justement. Donc, différentes choses là, qui sont ressorties. Augmenter la disponibilité des autopartages, améliorer les aménagements pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétonnes, piétons-piétonnes, en fait. Puis,
Donc, en fait, différentes choses. Sinon, les autres choses sont pas mal ressorties, là. Donc, tu sais, sur favoriser les vignettes là, aux résidents-résidentes. Puis, donc, différentes, sinon, préoccupations là, qui ont été écrites. Très bien. Merci beaucoup. Vous étiez l'équipe 4. Nous, on va récupérer votre napperon à la fin. Merci beaucoup. J'avais noté l'équipe 7 par la suite, puis on avait également une équipe en ligne qui était prête. Donc, équipe 7, s'il vous plaît. Donc, bonjour, Marie-Christine Fortin, représentant la table numéro 7, une table constituée de gens avec et sans voiture. Donc, ça a donné des beaux échanges. Plusieurs de nos idées ont déjà été dites, dont la première qui était enlever les no parking sur les portes cochères. On a parlé des zones de déneigement alterné. Le déneigement en hiver peut poser beaucoup de problèmes. On a parlé aussi beaucoup d'autopartage. Le stationnement communauto, on est inquiet pour la réduction de ces espaces-là. On sait que c'est important pour les gens dans le quartier, mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement réfléchir du côté de la ville à subventionner de manière très attractive les stationnements commerciaux pour justement que ces stationnements commerciaux-là, dans des endroits plus fermés, puissent accueillir davantage de voitures en station, parce que les stations sur rue, juste le nom donne, ça va être un cauchemar. On pense que chaque résident devrait pouvoir avoir accès à une vignette. Donc, l'idée d'exclure des résidents de la possibilité d'avoir une voiture, d'avoir un espace ou même une vignette est un peu discutable. On a aussi, lors des travaux de réfection majeure, faire voter les citoyens. On pense que c'est important. On aimerait ça aussi que la Ville présente un plan vraiment très clair et non juste une rue à la fois. Donc, c'est difficile un peu pour un quartier de se faire une idée quand, par exemple, on présente la rue Philippe-Dorval pour cette année, un peu Saint-Olivier, dans 2 ans, on va vous revenir avec Sutherland. Ça ne donne pas une vision globale. On n'est pas capable de savoir sur quoi on se prononce parce que la vision n'est pas claire. Puis, une rue à la fois, bien, c'est pas ça une vraie vision. Monsieur. Donc, on pense aussi que c'est important de maximiser les vignettes par adresse. C'est un peu surprenant qu'il puisse avoir 3-4 vignettes pour une même porte. Je veux juste être sûr, parce que la première intervention, tantôt, vous disiez ne pas limiter les vignettes aux résidents, mais maximum 1 par ménage. C'est ce que je comprends? Par porte, oui, mais s'assurer qu'au moins chaque porte puisse avoir au moins une vignette. OK, merci. Puis limiter, là, c'est ça le nombre. Après ça, bien, en période de festival d'été, carnaval, il pourrait y avoir des restrictions interdites de stationnement seulement pour les résidents. Mieux faire évidemment connaître l'offre de stationnement commercial pour les résidents du quartier. Je pense que il y a peut-être des gens qui ont appris certains tarifs. Se re-questionner sur les façons aussi de verdir le quartier. On dit beaucoup que c'est pour verdir, mais on le voit même que nos arbres ne réussissent pas à survivre. Fait on en voit plein des villes dans le monde qui ont réussi à verdir autrement. Donc, est-ce qu'il y a seulement une façon de verdir? Puis, est-ce que notre quartier a été construit pour ça? Permettre aussi des systèmes de partage de vignettes. On pensait notamment au stationnement Saint-Olivier, Olivier-Robitaille. C'est pas normal qu'on n'ait pas le droit de pouvoir partager notre vignette. Par exemple, quand on part en vacances ou toutes ces stratégies-là où on pourrait avoir ça. On a des idées comme les stationnements visiteurs, là, une adaptation de copilote, on avait ça aussi. Puis, en gros, ça fait... C'est bien. De toute façon, je vois que vous avez énormément de matériel écrit, donc c'est très apprécié. Puis, continuer de s'impliquer aussi sur les comités de la Ville et les consultations. On l'a mis dans trucs et astuces quand même. Très bien. Merci beaucoup. On avait l'équipe... parfait. On va aller chercher l'équipe de Dominique en ligne, équipe 9 et équipe 5 par la suite. Parfait. Donc, Daniel, c'est moi la porte-parole de mon équipe. Il y a plusieurs éléments là, qui ont été discutés là, par d'autres équipes qui sont ressortis également dans les ateliers, notamment les zones de débarcadère. C'est une suggestion qu'on avait, puis on le met en lien avec les portes cochères. Donc, ça pourrait être ces endroits-là qui sont désignés pour des zones de débarcadère. Mais on mentionne aussi la nécessité de monitorer l'utilisation de ces zones-là pour s'assurer que ce soit utilisé et que l'espace ne soit pas retiré inutilement.
On parlait également de marquage au sol, porter une attention aux différents gabarits des véhicules. Notamment aussi, il y avait la suggestion des coûts de la vignette en fonction du gabarit de la voiture. Donc, les voitures qui prennent plus d'espace avoir un tarif plus élevé et le contraire étant vrai également. On mentionnait également des zones de taxi sous-utilisées, donc peut-être redonner ces espaces-là là, pour les résidents. Également, bon, on était très d'avis là, pour limiter le nombre de vignettes par ménage et limiter l'accès aux vignettes pour ceux qui ont déjà un espace de stationnement dans leur propriété, donc qu'ils n'aient pas accès aux vignettes. C'est ça. Également, s'assurer là, d'avoir, il y a certaines zones qui c'est 30 minutes maximum, donc, mais il n'y a pas beaucoup de contrôle qui est fait. Donc, s'assurer là, du respect de la réglementation en vigueur. On mentionnait également là, d'augmenter l'offre en transport collectif. Un élément là, qui est lié à ça, c'est que ceux qui fréquentent le quartier ou les commerces du quartier en transport actif et transport collectif sont pas récompensés, alors que ceux qui le fréquentent en auto, parfois, vont avoir accès à un espace de stationnement payé par le commerçant. Donc, bref, peut-être renverser la vapeur, là, puis récompenser là, les personnes qui font des choix plus durables. Également, pour les stationnements privés, il y avait un phénomène de vol de stationnement, donc l'utilisation là, par des personnes qui n'ont pas l'autorisation d'y stationner. La réglementation actuelle ne permet pas de contrôle pour les propriétaires privés, donc peut-être un meilleur accompagnement là, des propriétaires pour faire respecter l'interdiction de stationner dans ces stationnements privés-là. On va aussi mieux faire connaître là, les espaces disponibles là, pour les stationnements commerciaux, donc affichage dynamique, incitatif à aller dans les stationnements souterrains. Puis, bon, il y a d'autres éléments, là, vous les aurez, là, je les ai toutes bien notés, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont déjà été dites là, par les équipes précédentes. Merci beaucoup, Dominique. Donc, moi, je comprends, c'est des squatteurs, finalement, qui occupent une place privée en bordure de rue. Bien, pas en bordure de rue, mais je comprends le concept de vol de stationnement. J'inviterai l'équipe numéro 9 à s'avancer, puis ça sera suivi de l'équipe numéro 5. Oui, bonjour, Joseph Couturier, je représente l'équipe numéro 9. On a vraiment eu une belle discussion, des beaux consensus qui en ont sorti. Une des choses qui ressortait le plus dans l'équipe, c'est présentement, il y a un manque de stationnement en soirée, puis il n'y a pas assez de stationnement pour la visite. Donc, c'est les premières observations qui ont été faites au niveau du stationnement. On est conscient qu'il y a trop de vignettes émises pour le nombre de places réelles hors rue. Donc, on voudrait que le nombre soit limité à 2 par ménage, donc pas plus que 2 voitures par ménage. Et ensuite, qu'il y ait progressivement une seule voiture par ménage, mais avec un droit acquis pour les résidents actuels. Donc, c'est une sorte de clause grand-père, ce qui ferait qu'un nouveau résident dans le quartier ne pourrait pas avoir plus qu'une voiture, mais les résidents actuels pourraient en avoir 2 jusqu'à ce qu'ils déménagent, qu'ils se fassent remplacer par une autre personne. Donc, ça créerait une implémentation de cette règle-là qui serait progressive. Mm-hmm. Ensuite de ça, c'était notre première idée qui nous tenait le plus à cœur. La deuxième, c'est nous aussi, on remarque une augmentation du taille, du gabarit de la véhicule. On regarde, mettons, un Ford Expedition versus une Toyota Yaris. Une Toyota Yaris, ça prend 2 fois moins d'espace que les plus gros VUS qui sont vendus en ce moment sur le marché. On a une personne aussi, comme ça a été nommé dans d'autres équipes, qui parlait d'avoir une délimitation des cases de stationnement. Bien là, il y a une question à se demander, bien, si un véhicule comme un Ford Expedition ou absolument énorme dépasse, est-ce qu'il n'y a pas moyen de soit savoir à la personne, bien là, il va falloir que tu paies une surcharge parce que ton véhicule ne rentre pas dans ces cases de stationnement-là, puis qu'à ce moment-là, ça entre dans le contrôle. Donc, une piste de réflexion, ce n'est pas nécessairement abouti, mais on pourrait avoir une piste de réflexion avec ça.
Ensuite de ça, on avait aussi l'idée qu'en cas d'un stationnement privé, dans l'immédiat, ça réduirait de 1 le nombre de vignettes que tu peux avoir dans ton ménage. Donc, si tu as accès à une case de stationnement, tu pourrais avoir une petite vignette de moins disponible pour ton ménage. Comme plusieurs autres équipes, il y a aussi l'idée qui a été sortie de rallonger les temps où ce que les résidents ont des parkings réservés de 8 heures à 19 heures. Donc, c'est ça. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup d'idées sur les stationnements hors rue. Sinon que dans les stationnements privés, il devrait pouvoir avoir la possibilité de louer son stationnement pour les résidents au moins, donc qu'il y ait une exception à la règle. On a aussi verbalisé dans l'équipe l'intérêt d'avoir des stationnements à vélo sécurisés dans la rue pour encourager le transfert modal et également que les communautos qui sont en station aient automatiquement une vignette pour, dans le fond, si moi je prends une communauto en station, ben, je suis traité comme si je n'avais pas de vignette, ben, ça ne m'encourage pas vraiment à les utiliser. Il devrait avoir automatiquement cette vignette-là sur la véhicule en station pour les zones 1 et 2. Donc, c'était ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. On avait ensuite de ça, j'avais les volontaires pour la table numéro 5. Ensuite de ça, je vois 8 ensuite qui est prêt, ainsi que 2. Merci. Bonjour. Bonjour. Louise Allaire, je suis représentante de la table 5 et je suis résidente au 244 Saint-Olivier. Vous pouvez le garder votre main. Oui, non, ben c'est pour me rapprocher. Question de vision. Alors, il y a eu beaucoup de bonnes idées. Je vais essayer de ne pas répéter, bien sûr. Nous, on a parlé beaucoup d'une politique qui serait centrée vraiment sur les résidents et sur aussi l'accessibilité plus avec tous les transports collectifs et en commun. Par exemple, un résident qui aurait une vignette aurait, par exemple, une vignette d'accessibilité pour l'autobus, pour communauto, pour peu importe. Donc, ça favoriserait une plus grande utilisation du transport collectif, d'une part. Et puis, on se disait aussi qu'il pourrait avoir un espace de vente, une première vente pour les résidents, puis s'il reste de la place, que les résidents auraient une seule vignette autorisée, mais ouvrir une deuxième phase de vente s'il reste de la place. Parce que là, de toute évidence, il y a plus de voitures, de vignettes que de place. Juste pour être certain, donc une vignette par ménage par défaut. S'il reste de la place, peut-être une deuxième vignette ou les commerçants ou d'autres. Oui. OK, merci. Puis on allait même dans des idées plus extrémistes, parce que là, on s'est dit, on ne gère pas la gestion, hein, on sort des idées. Alors, d'avoir une politique graduelle vers une interdiction complète de stationner pour les non-résidents. Alors ça, c'était une idée qui est sortie, qu'on avait retenue aussi. Il y avait aussi, important, parce que toute la question du stationnement privé, stationnement commerciaux, comment est-ce qu'on pourrait favoriser ça? Donc, l'assouplissement de certaines politiques pour les privés particulièrement. Il y a des exemples où, par exemple, on veut élargir une porte cochère pour donner accès à 2 voitures parce qu'on a l'espace derrière, mais on ne peut pas le faire parce que les règlements de l'urbanisme font que ça coûte trop cher. Donc, on ne le fait pas, donc ça ne donne pas d'accessibilité. Je pense que la question de la réglementation est essentielle si on veut régler des problèmes. Il faut l'assouplir, il faut être cohérent avec des objectifs d'accessibilité pour les résidents. Alors ça, c'était... Puis il y a plusieurs bonnes idées qui sont sorties. On a sorti aussi l'idée d'avoir un outil de tracking pour les visiteurs, mais fait par les résidents. J'ai pas compris. Un outil de tracking. Il y a quelqu'un qui a sorti ça, je pense, la première table là, qui a parlé. OK. Alors, comme une application. Une application qui permet aux résidents de dire, voici, mon visiteur s'en vient de telle heure à telle heure, puis ça donne la possibilité qu'il n'y ait pas de ticket, comme on dit. Par rapport aux heures, on penchait vers un plus grand nombre d'heures le soir,
parce que la problématique, c'est le retour à la maison. Puis souvent, Élargir c'est- la partie exclusive aux vignettes, Oui, oui, c'est ça. puis 18 heures, c'est trop tôt. Parce qu'il y a des gens qui terminent de travailler à 18 heures, ils veulent revenir au centre-ville, etc. Donc, c'est grosso modo les grandes idées qui sont sorties, mais on en a d'autres aussi. Mais on pourra en prendre connaissance sur les documents que vous avez laissés. Exact, exact. Puis de travailler sur une période de 2 à 3 ans avant de faire un changement, de le faire graduellement, de faire en sorte que les résidents qui sont ici ne soient pas pris du jour au lendemain avec des restrictions qu'on ne peut pas s'ajuster. Alors, on souhaiterait que les politiques fassent en sorte que les 2-3 années qui vont suivre les changements de politique ou les réductions drastiques de stationnement, etc., qu'on puisse s'adapter, donc à travers les solutions d'accessibilité qu'on a proposées. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé dans l'équipe 5. On poursuivra avec l'équipe numéro 8, s'il vous plaît. Et je crois qu'on avait fait le tour en ligne de tous les groupes, n'est-ce pas? Je suis pas mal confiant. Donc, on a fait la moitié des tables dans la grande salle. Si vous n'avez pas de porte-parole dans votre groupe, à la limite, c'est correct, vous pouvez nous laisser vos documents. Très bien. Donc, on a soulevé beaucoup de choses qui sont similaires aux autres, mais notamment, on avait une petite nuance à faire dans les vignettes, la limite des vignettes par résidence. Il y avait une exception où on se disait que tous les gens qui sont en colocation aussi, il y aurait une nuance à apporter parce qu'ils sont plusieurs dans une même résidence, donc ça viendrait comme déjà créer un conflit. Donc, on avait ça qu'on tenait à souligner notamment. Je veux juste être certain, c'est un assouplissement si c'est une colocation au lieu d'un même ménage, d'une même famille? Exact. Okay. Donc, disons, des étudiants qui sont dans une résidence, ben, s'ils ont chacun une voiture, à ce moment-là, ça aurait créé un conflit. Donc, je tenais à le spécifier. Mais sinon, c'était dans des idées similaires là, au niveau des vignettes, de peut-être augmenter le prix pour une deuxième voiture également, si on ne met pas de limite. Sinon, on avait l'idée de parcomètre à tarification dynamique, donc de faire fluctuer le prix des parcomètres pour pouvoir inciter peut-être plus les gens à utiliser les parcomètres au lieu du parking gratuit. Comme ça, de ne pas prendre une place sur la rue, puis pas créer finalement, dans le fond, des gens qui vont finalement chercher des parkings à ces périodes d'heures-là. Sinon, on était également favorable à le prolonger le temps pour les heures, donc de 9 à 19. C'était dans des choses qui intéressaient beaucoup la table. Il y en a aussi qui ont également mentionné pour la fin de semaine. Sinon, de peut-être réduire les cases qui sont destinées pour se stationner, dans le fond, après 17 heures. Peut-être en avoir plus qui serait pour les résidents uniquement. Sinon, on a eu une super belle discussion de tous les gens qui sont en aide domicile, qui vont travailler au CHSLD, qui vont visiter également, d'avoir peut-être des vignettes journalières ou de temps prolongé, parce que 60 minutes, souvent, c'est une durée d'accès, en fait, qui est très limitée. Puis, au niveau des stationnements hors rue, on avait une mention pour toutes les ruelles orphelines. Il y avait, je crois, c'était 8 ruelles orphelines qui ont des stationnements, en fond, qui ne sont pas accessibles principalement l'hiver parce que c'est des rues qui ne sont pas déneigées, c'est des rues que parfois c'est le CHU qui vont dire qu'ils sont propriétaires de la rue, donc ni la ville ni le CHU entretiennent ces ruelles-là. Donc, c'est environ une possibilité d'une centaine de stationnements qui pourraient être accessibles en permettant le déneigement, notamment de ces ruelles-là. Il y a beaucoup d'informations qui sont écrites dessus et je vais vous laisser merci. Le temps de pouvoir lire ça. Sinon, donc, on était aussi favorable à donner plus d'accès dans les parkings de commerce qui sont en dehors des heures d'ouverture. C'est vraiment des places de stationnement intéressantes. Puis augmenter l'offre pour le communauto, puis d'avoir plus de voitures, dans le fond, communauto disponibles. C'est pas mal ça. Très bien.
Merci beaucoup. Je vous invite à ramener vos napperons sur votre table. On va pouvoir les récupérer. La dernière équipe que j'ai notée, c'était l'équipe 2. Est-ce qu'on a d'autres équipes qui vont vouloir suivre après? Je ne connais pas votre numéro. C'est quoi votre numéro au fond? 10, 11 et 13. Parfait. Donc, d'abord, bonjour, merci beaucoup. On a l'impression que la statistique sur le nombre de vignettes par rapport au nombre de places est un peu faussée dans le sens où un certain nombre de citoyens, de résidents vont avoir un parking privé et puis ils vont mettre une vignette sur leur véhicule. Puis dans le fond, ça leur permet en général d'utiliser la rue. Puis donc, ça ne pose pas vraiment de problème réel parce que si on enlève les visiteurs temporaires, puis les festivaliers, puis les gens qui occupent l'espace sans vignette, somme toute, on s'en tire quand même assez bien dans les quartiers. Un des points qui est très important, notable, c'est qu'on fait une demande d'arrêter d'enlever des places de stationnement. On n'a pas de consensus à notre table parce qu'il y avait des opinions très variées. Un autre des points importants, c'est que notre quartier n'est pas un des quartiers favorisés de la ville. Puis la voiture est une des stratégies importantes des familles pour s'en sortir. Donc, les systèmes de transport en commun, puis le niveau de résilience que nous est proposé par les systèmes d'alimentation ne sont pas adéquats. Et le fait de pousser les citoyens à cesser l'utilisation de la voiture, c'est transférer au end user le problème. Il y a un des éléments qui nous touche beaucoup, c'est le fait de jouer avec une certaine clause grand-père ou bien de croire qu'on devrait limiter la deuxième ou la troisième voiture sur un logement ou un appartement. Pour nous, c'est un enjeu de droit qui est très important dans le sens où on va faire peser un poids important sur une famille, sur d'ailleurs un très petit nombre de familles. Là, il y a une quinzaine de voitures au total qui dépassent deux vignettes, oui. Mais on leur fait peser, c'est comme si on choisit d'avoir un impact sur un petit nombre d'individus quand la communauté devrait prendre en charge cette problématique-là. C'est quelque chose qu'au Québec, on fait dans plein de situations. Socialement, on prend en charge une problématique d'un petit groupe, puis à la gang, on s'en occupe. T'sais. Donc, une famille qui va avoir 4 ou 5 enfants, à un moment donné, il y a des enfants qui vont avoir des voitures dans ce groupe-là. Est-ce qu'on va dire à leurs enfants, non, vous autres, vous n'avez pas le droit d'avoir de voiture parce que vous restez dans Saint-Jean-Baptiste? C'est un peu la même situation que si un groupe de colocataires, il y en a un qui travaille à Beaupré, l'autre travaille à l'aéroport, l'autre travaille à Saint-Augustin. On leur dit, vous n'avez plus d'affaires à vivre dans le quartier. Il y a un espace de droit là qui est important, je pense, de préserver. Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres points? Oui. Les festivals viennent manger beaucoup de places de stationnement et souvent, ils se foutent des horaires. On souhaiterait que les améliorations au transport collectif puis au transport alternatif soient mises de l'avant avant de travailler, de venir retirer des places de stationnement, ce qui nous permettrait d'avoir des meilleures options, des meilleurs choix. Il faudrait ne pas empêcher la construction de stationnements privés. Ensuite, ici, un des derniers points, il y a des points qui ont déjà été nommés, fait que je ne les répète pas. Il y a une personne qui nous a dit que ça fait 3 générations qui sont dans le quartier, puis que les changements qui sont apportés lui donnent l'impression qu'on veut qu'ils partent. Puis ça, c'est pas ça qu'on veut de notre quartier. On veut que les gens aient le goût de rester puis qu'ils se sentent partie prenante des consultations. C'est pour ça qu'on vient ici. Très bien. Merci beaucoup. Merci, c'était très original comme recommandation. Merci beaucoup. J'ai perdu le fil. Moi, j'ai noté jusqu'à 2. Ensuite de ça, on allait au fond, n'est-ce pas? 10, 11, 13. Je garde les notes.
Bonsoir. Alors, ça fait un peu suite, c'est la table 2. Nous, on a observé, évidemment, que sur plusieurs générations, le quartier avait beaucoup changé. Il a changé parce que la population a des besoins et des habitudes différentes de ce qu'elle était avant. Les véhicules aussi sont plus gros, ce qui sont un facteur. Et la densité du quartier également. Le quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est le deuxième ou le premier. En tout cas, on est deux dans la province, deux quartiers dans la province de Québec à être les plus densément peuplés. Et je trouve qu'on s'en tire pas trop mal, compte tenu avec nos autos, dans ce quartier très densément peuplé, comparativement à la banlieue, où il me semble que le problème des autos est un peu éparpillé, mais enfin, je ne crois pas que ce soit les gens de Saint-Jean-Baptiste qui congestionnent le pont le matin, là, mais en tout cas. Et ce rire est toléré. Alors, au niveau de, la population, dont les habitudes, communauto, on a observé, communauto, ça ne convient pas à tout le monde à cause de la politique de communauto. Ça ne convient pas à tout le monde. Le transport en commun non plus, actuellement, tel qu'il est, parce qu'on voudrait se rendre dans tous les endroits de la ville avec l'autobus. C'est impossible. Et si on veut sortir de la ville et qu'on veut aller à Granby, ça prend 7 heures en autobus. Alors, j'aime autant aller à Paris. Et est-ce que vous auriez des recommandations concernant la gestion les conditions de stationnement, par contre? Là, on est dans l'État, mais... Mais je trouve ça important de le souligner quand même, parce que vous avez dit au début que vous étiez conscient de nos problèmes. Absolument. Puis à ce moment-ci, alors que les rues sont ouvertes, puis nous, ça fait 2 mois qu'on a un trou devant notre maison. Alors, je suis contente de savoir que vous êtes conscient de ces petites choses-là. Et donc, les véhicules, alors ça a été souligné qu'on pourrait mettre une taxe sur les véhicules plus gros. Mais qu'est-ce que c'est qu'un véhicule plus gros? Voilà la définition, c'est difficile à dire. Les portes cochères, on a dit que le quartier avait changé. Les portes cochères, ça faisait bien pour les charrettes, mais là, on se demande aussi comment ça se fait qu'il y a des interdictions de stationner devant plusieurs portes cochères où il n'y a pas une auto qui rentrerait. Bon, maintenant, je vais très rapidement, je reviens sur ce qu'on a dit, qui est une répétition, mais je trouve que c'est bon de le répéter. C'est comme un petit résumé pour vous, là. Alors, il faut surveiller dans l'attribution des vignettes, surveiller évidemment les Airbnb, les critères d'attribution, comment, pour être sûr qu'il s'agit bien de propriétaires résidents. Limiter le nombre de vignettes par ménage de 1 à 2. On est d'accord avec le partage des vignettes et le partage temporaire pour les visiteurs, les fournisseurs de services. Le débarcadère, on est d'accord. Communauto, on suggère des espaces désignés, c'est-à-dire ça peut être un espace intérieur, mais hors rue, pas sur la rue. Le vélo, on a dit qu'il y avait plusieurs espaces libres à périphérie, même ici, autour de Lucien-Borne, des espaces qui pourraient être utilisés pour stationner les vélos. Et on a suggéré aussi que ce qui n'était pas d'usage 4 saisons, comme les vélos, même si M. le maire voudrait qu'on roule en vélo 4 saisons, il y en a qui ne roulent pas en vélo 4 saisons. Donc, peut-être certains espaces pourraient être retirés en hiver, ce qui est le cas pour les terrasses de restaurants et des plantes, les bacs à fleurs. Maintenant, ce qui nous a interpellés, ça a été suggéré que les autos en dormance soient, pourraient être stationnés dans des stationnements souterrains privés, mais le danger, ce qui nous fait un peu peur, c'est de remettre la gestion des stationnements dans les mains du privé. On trouve que la plateforme pour administrer ces locations devrait revenir à la municipalité ou devrait être une plateforme publique et non privée.
Et au lieu que ce soit un engagement annuel, ça pourrait être mensuel. Et il y avait une question, le remorquage, ça a été souligné, le remorquage. Je ne sais pas, on a eu une discussion. Moi, j'ai toujours compris que c'était impossible de faire remorquer, même par un remorqueur privé, de faire remorquer une voiture qui serait stationnée dans un espace privé. Les remorqueurs ne remorquent que ce qui est dans l'espace public. Alors, peut-être pouvez-vous répondre à mes questions, je ne sais pas, mais peut-être on pourrait... Ah, c'est bon, ça fonctionne. C'était tout. Bonsoir. C'était tout. À ma connaissance, là, parce que c'est à vos frais si vous faites remorquer puis qu'il y a un véhicule qui est stationné dans votre stationnement privé. C'est à vos frais que vous faites remorquer. C'est pas la personne qui s'est stationnée qui va payer. C'est C'est la personne qui demande la remorqueuse, finalement, qui paye. Exact. OK, merci beaucoup. Très bien. Bonsoir. Merci de nous laisser vos notes également, si possible, oui. Ensuite de ça, on avait équipe 11 et 13. Donc, il est passé 21h30, donc on peut peut-être se concentrer sur ce qui n'a pas été déjà dit, si possible. J'ai pas fait je suis désolée. Claude, j'habite sur la rue Richelieu. Oui. Donc, il y avait une augmentation du nombre de cases réservées aux résidents, une augmentation des heures, une vignette par adresse. Propriétaire qui démontre qu'il n'y a pas de stationnement privé, donc pour ensuite pas avoir de vignette sur la rue. Offrir des vignettes visiteurs payantes, pourquoi pas. Location, quand on a une location, une communauté, c'est difficile de se stationner quand on n'a pas de vignette, donc pour les gens qui n'ont pas de véhicule. Donc un tarif résident dans le stationnement. Un tarif plus élargi. Donc, il y a 2 stationnements. J'ai compris qu'il y avait un tarif pour résidents. Donc, Ouais. essayer de négocier pour que plus de stationnements puissent offrir ce genre de tarif-là. Un plus grand lot qui sera en location longue durée, finalement, pour les résidents. Oui. Exactement. Puis, il y a des interdictions temporaires en raison de travaux. Donc, mieux ajuster la durée de l'interdiction à celle des travaux. Puis également, ce serait bien qu'au mois de juillet, s'il y avait un pamphlet avec toutes les informations au niveau de la mobilité qui pouvait être distribué pour les résidents. Donc, les nouveaux résidents, on sait qu'il y a beaucoup de locataires, donc d'emmener vraiment toutes les options, puis les informations, stationnement privé, prix, à vélo, autobus et compagnie. Donc, ce genre d'informations-là, je pense que ça pourrait offrir au moins le portrait complet. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il restait des gens à la table numéro 13? Ou du moins un porte-parole? Je m'appelle Youn, je suis un résident de la Côte-Salaberry. Oui, merci. Donc, pour ce qui est des stationnements hors rue, l'idée qu'on avait eue, c'était que les places de stationnement privées, ça devrait être permis de les louer, puis même, ça pourrait être bien si la ville facilitait ce processus-là. Si, mettons, une plateforme quelconque qui permettait d'aider les résidents de louer leur place, puis s'assurer que ce soit loué à un autre résident. C'est ce que je voulais savoir. OK, parfait. Merci. Les stationnements privés qui sont, mettons, dans commercial, est-ce que la ville pourrait augmenter le nombre de cases zone 1-2 en achetant, je ne sais pas, une 50aine de places dans la Banque nationale ou quelque chose, puis c'est zone 1, puis si tu as de la chance, il y a un afficheur, il reste 13 places zone 1, tu y vas. OK. Ça ajouterait au nombre total. On a vu, la question a été posée, jusqu'où devrait marcher quelqu'un pour son stationnement? On n'a pas vraiment trouvé de réponse, mais c'est un questionnement. Aussi, c'était soulevé que c'était important de garder les stationnements pour les commerces sur Saint-Jean, pour les utilisateurs de commerce. Une autre chose, c'était l'admissibilité à la vignette.
Je lis pas bien ça, désolé. Je vais switcher à l'autre. Parfait. On a plusieurs groupes ont soulevé l'idée d'une application ou d'une autre façon de pouvoir gérer les stationnements temporaires, visiteurs, services, etc. Nous autres aussi, on a soulevé ça. L'idée, ouais, c'est un peu aussi les vignettes flexibles pour visiteurs, c'est un peu la même idée. Ça a été aussi soulevé d'essayer d'éviter d'enlever les stationnements pour ajouter du communauto puis les à vélo. Je sais que c'est pas facile, mais c'est un désir exprimé par certains. Ouais. Durant les travaux, s'il y a façon d'ajouter des stationnements temporaires ou quelque chose pour faciliter ça. Pour ce qui est du verdissement, je pense que d'autres ont soulevé l'idée des plantes grimpantes ou autre chose pour permettre de verdir sans enlever le stationnement. Il y a des toits végétales, etc. Puis aussi, nous autres, on pensait que ça serait bien de prolonger un peu les heures de stationnement résident. Les vignettes, 18h, 19h, quelque chose du genre. Très bien. Est-ce que vous me permettez un aparté? Tout simplement, juste rappeler que si vous avez des enjeux de stationnement en lien avec les chantiers en cours dans le quartier, vous pouvez faire appel au 3-1 à l'équipe du bureau Info Chantier. Ils pourront vous conseiller. Il y a également un programme d'échange de vignettes de stationnement pour des abonnements au RTC. Donc, il y a différentes façons qui peuvent vous dépanner dans le cadre des chantiers en cours en ce moment. Donc, Et je vais laisser Mélissa dire une information complémentaire. Oui, pour les résidents du secteur zone 1, là, il y a des places de stationnement qui ont été rajoutées sur la rue Turnbull pour les détenteurs de vignettes zone 1 pour compenser là, pendant les travaux. C'était des parcomètres? C'était des parcomètres qui ont été effectivement convertis en cases de stationnement pour détenteurs de vignettes zone 1. Non, il y en a en haut aussi de Turnbull, puis il y en a dans le bas. Passé Crémazie, là, il y en a une dizaine peut-être au total. Je sais que c'est pas tant, là, puis on va regarder aussi en fonction de l'évolution du chantier. On avait dit qu'on ne parlait pas du chantier, mais on va regarder aussi comment on est capable de venir compenser là, aussi ailleurs. Très bien. Techniquement, moi, il me restait la table numéro 1 et la table numéro 6. On souhaite tous sortir d'ici pour 10 heures. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, numéro 6? Oui, je vous invite à... Bonsoir. C'est bon. Donc, je me concentre sur les idées qui n'ont pas déjà été nommées. Quelques petites choses là, au niveau de l'espace. Merci. Ne pas mettre de bornes de recharge électrique sur rue, surtout dans les secteurs résidentiels. Là, ça fait comme un peu limiter l'espace, puis des fois, ça bloque d'autres aménagements. Donc, pas super pratique. Sinon, c'est pas directement l'espace, mais pour avoir plus d'espace disponible pour les résidents, continuer à faire de la publicité du RTC pour inciter les gens à venir en transport en commun, comme il y a des grosses campagnes souvent, mettons, pendant le festival d'été. Puis peut-être possiblement organiser plus de navettes pour aider aussi, mais on sait qu'il y a un bon coût à ça. Puis sinon, au niveau des vignettes, là, une solution quand même simple et rapide à mettre en place que j'ai proposée en tant que commerçant, ça serait d'éliminer la vignette pour commerçants. Entre autres parce que pour les commerçants, le stationnement peut être une dépense déductible. Donc, ils pourraient soit se payer des stationnements privés ou, au besoin, se payer du parcomètre et ça serait déductible d'impôt. Donc, à ce niveau-là, il y a comme une espèce de fenêtre d'environ 106 vignettes qu'on a vues qui seraient disponibles en ce moment. Proposition pour ça. Et puis, je la refais depuis des années. Elle a été nommée, mais du marquage au sol pour bien délimiter les espaces, entre autres les fameux 5 mètres du coin des rues au moins. Ça serait très pratique. Au niveau de la tarification, on revient aux espaces commerciaux. Sinon, on n'avait pas une piste très claire, mais il y avait l'idée de peut-être tarifier ceux qui ont plus qu'une vignette, pas complètement interdire, mais avoir un taux plus élevé pour ceux qui ont les résidents qui auraient une deuxième, troisième vignette, là, que ça soit une tarification progressive.
Et puis... Côté hors rue, oui. Oui, c'est ça, hors rue. Il y avait l'idée qui est exploitée déjà dans certains immeubles, certains autres quartiers, de limiter les vignettes pour les habitants de nouveaux bâtiments. Je sais que c'est quand même un quartier assez stable, là, Saint-Jean-Baptiste, mais éventuellement, il y aura peut-être des développements. Puis en prévenant ça, évidemment, ça vient souvent avec des stationnements privés hors rue qui risquent d'être imposés, mais on le sait qu'on n'est pas obligé d'avoir des gros minimums dans Saint-Jean-Baptiste. Au niveau du stationnement privé et loué de manière commerciale qui est interdit, il y aurait peut-être une piste de solution envers permettre aux citoyens de le louer, mais jusqu'à un certain montant. C'est-à-dire que jusqu'à un certain montant, ça ne serait pas considéré une activité commerciale. Puis dépasser un certain montant, qui évidemment évoluerait dans le temps, ça serait considéré une activité commerciale. Exemple, si on a 10 cases de stationnement sur son terrain, ben là, ça devient un autre genre d'activité, puis on va demander un certificat d'occupation, si je me souviens bien du terme, là, pour ça. Ensuite, les stationnements commerciaux. L'idée du prix pour résident est intéressante, puis peut-être bonifier ou s'assurer qu'il y a une offre qui continue pour ça là, dans les stationnements commerciaux. Je le dis pareil, c'est pas une idée qu'on a beaucoup discuté, qu'on n'a pas eu le temps, mais essayer à long terme d'avoir une offre de stationnement commercial qui couvre, mettons, dans une distance de 400 mètres, un peu comme on fait avec le transport en commun. Fait qu'il y a certains secteurs du quartier qui sont peut-être à moins de 400 mètres, mais il faut franchir le cap, fait que ça devient difficile. Donc là, c'est sur du très long terme. Puis sinon, les stationnements commerciaux ont quand même été mentionnés comme quoi qui faisaient partie un peu essentielle de l'infrastructure avec les opérations d'éneigement en ce moment. Là. Donc, il y a beaucoup de gens du quartier qui s'en servent pour ça. Je pense que ça fait le tour des idées différentes. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour? Très bien. Donc, il nous restait quelques diapositives, je crois, pour les prochaines étapes. Puis, on laissera le mot de la fin à M. Pierre-Luc Lachance, élu responsable des questions de transport. Oui, mais pour commencer, merci à tous pour les synthèses de vos discussions qui ont été très riches. De mon côté, en fait, à la ville, on va travailler cet été à élaborer donc un plan local de stationnement et un plan d'action à venir vous présenter au courant de l'automne l'an prochain pour cibler des actions à mettre en place dans les zones 1 et 2. C'est une étape que j'ai omise, c'est aussi la rédaction du rapport de consultation, bien évidemment, que l'équipe de l'interaction citoyenne va élaborer et dans lequel on va retrouver notamment toutes vos participations écrites et les résumés là, que vous avez faits. C'est ça, je m'engage à venir vous revoir à l'automne et l'hiver pour le plan. Puis après ça, souvent bien des modifications vont demander des modifications réglementaires. Fait que je pense que ça va se faire progressivement. Puis on va se doter aussi de suivi des mesures. On va suivre comment ça évolue la situation. À plus grande échelle, on l'a nommé en début de soirée, c'est qu'il y a le plan local, c'est pour le faubourg Saint-Jean-Baptiste. La politique de stationnement, ça aussi, on va le travailler. Puis ça se situe plutôt à l'échelle de la ville. Mais là aussi, cet été, on va élaborer une version préliminaire de politique de stationnement à l'échelle de la ville dans laquelle on va retrouver certaines idées que vous avez nommées. On va avoir des étapes de consultation publique, donc à l'échelle de la ville, sur cette vision de politique de stationnement. Puis par la suite, on va porter les modifications suite à la consultation, présenter une version finale. On vise une adoption pour juin prochain. Alors, merci encore à tous pour votre participation, puis je vais céder la parole à mes collègues. Merci. Pierre-Luc, si tu permets, je vais juste mentionner un truc. L'activité en lien n'est pas terminée en ce moment parce qu'il y a une boîte à idées qui est disponible en ligne également. Donc, jusqu'au 24 février, vous pouvez déposer des suggestions suite à l'échange, suite à la tournée de table que vous avez eue. Il est encore possible de déposer. Juin, pardon, jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, ça c'est fiable, ça reste au même coin. Donc jusqu'au 24 juin, il est encore possible de déposer des suggestions qu'on les recevra, puis on pourra les traiter dans le cadre de l'analyse. Je laisse la parole à Pierre-Luc. Merci beaucoup, Daniel. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas 10 minutes pour qu'on finisse à 22 heures. Votre participation a été très riche, très enrichissant, la rencontre de ce soir, en termes d'idées, en termes de solutions,
en termes des enjeux que vous vivez pour qu'on puisse aussi adapter le travail qu'on fait. Moi, j'ai 4 pages de notes à partir de tout ce que vous avez mentionné pour être capable d'avoir un milieu de vie qui demeure agréable dans Saint-Jean-Baptiste. C'est un des messages qu'on reçoit. Les gens qui vivent dans Saint-Jean-Baptiste vous êtes attachés à votre secteur. Moi, j'habite dans Saint-Sauveur. Ça, je vais être attaché à Saint-Sauveur, mais on sent vraiment l'attachement. On sent que vous voulez continuer de profiter du quartier, que ce soit vivant et agréable. On a bien entendu le message de l'importance des résidents à travers tout ça. Moi, je l'ai noté, je pense que ça a été vraiment répété à toutes les tables. Donc, Pauline va avoir beaucoup de travail. On va l'accompagner là-dedans pour revenir vous voir à l'automne avec, on l'espère, les meilleures solutions pour continuer à vous permettre de profiter pleinement de votre quartier. Merci à Pauline, merci à Daniel, merci Mélissa, merci Alexandre qui était en avant. On a une équipe aussi à l'arrière qui était là, Alexandra, Serge, je vois Karine, Marc-André, donc, et on avait des gens en ligne, on avait toute une équipe en ligne, Christina, Dominique, entre autres, qui étaient en ligne. Près de 200 participants ce soir. Bien, on est content que vous ayez répondu en grand nombre malgré le beau temps et on vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Merci tout le monde.